Mesdames et messieurs, Ryan Cooper est absolument coupable, à 100% de toutes les accusations portées contre lui. Vous ne devriez avoir aucun doute que Ryan Cooper est coupable, et regardez-le. Vous devez le regarder. Vous devez prendre en compte la gravité de ce qu'il a fait dans cette situation. Il a ôté la vie de la mère de son enfant. Et plus encore, il a effacé l'existence même de la mère de son enfant. Il a essayé de se débarrasser de son existence même, d'elle. Elle n'existe plus. C'est l'ampleur de ce qu'il a fait. Et regardez-le, je veux que vous le regardiez, et je veux que vous le teniez responsable de ce qu'il a fait. Vous avez des preuves accablantes de sa culpabilité. Mesdames et messieurs, Ryan Cooper est coupable. Et ce dont je veux parler en premier, c'est premièrement des accusations qui pèsent contre lui. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment meurtre, malice murder, felony murder, agression aggravée, coups et blessures aggravées, possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime, dissimulation de la mort d'autrui, entrave à la découverte du corps de McCamry. Voilà les actes qu'il a commis. Voilà ce dont il est coupable. Et nous allons passer en revue toutes ces choses ainsi que la loi qui vous permettra de rendre un verdict de culpabilité pour chacun des chefs d'accusation. Mesdames et messieurs, vous avez un procès qui est une quête de la vérité. Nous cherchons la vérité et vous avez des outils pour cette quête. Premièrement, un acte d'accusation n'est pas une preuve. Nous verrons bientôt ce qu'est une preuve, mais un acte d'accusation n'est pas une preuve. C'est juste la façon de présenter quelqu'un devant le tribunal. C'est le document qui montre à l'individu de quoi il est accusé. Et c'est ce que vous aurez, mais ce n'est pas une preuve. Donc, les preuves sont ce qui vient de ce tribunal. De plus, ne constituent pas des preuves les arguments, les questions, les objections des avocats. Ce ne sont pas des preuves. Les questions, les objections, les arguments des avocats ne sont pas des preuves. Ce n'en est pas. Ce n'en est pas. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'une preuve ? Et mesdames et messieurs, les preuves sont présentées au jury sous 4 formes différentes. 4 types de preuves différents. Et nous allons passer en revue quelles sont ces formes de preuves. Tout d'abord, il y a la preuve matérielle. Un objet ou un article que vous pouvez toucher, prendre, sentir, voir, manipuler, comme la garniture de toit réelle qui provient de ce hibou. Nous avons cela comme preuve matérielle pour que vous puissiez la voir dans la salle du jury. Nous avons la scène dans laquelle Lekami Atum a été tué. Ce sont des preuves matérielles. Ce sont des éléments de preuve matérielle. C'est une forme de preuve. Une autre forme de preuve est la preuve documentaire. Les documents ou objets qui, en raison de leurs enregistrements, en raison de leur contenu, ont une signification et une valeur pour votre évaluation des preuves. Cela inclurait les cassettes vidéo. Cela inclurait les bandes audio, les photographies, tout cela constitue des preuves documentaires. Même les formulaires de renonciation, tout cela relève de la preuve documentaire en raison des informations qu'ils contiennent et de ce qu'ils consignent. Les déclarations enregistrées des témoins, comme celle de Kevin Davis, sont des preuves documentaires. C'est une preuve documentaire que vous avez, donc vous disposez de ce type de preuve. La forme suivante de preuve est la preuve démonstrative. Les preuves démonstratives sont des éléments utilisés pour illustrer les choses et les rendre compréhensibles au jury, afin que vous puissiez comprendre les principes ou les méthodes d'évaluation de l'enquête. Des principes scientifiques. Toutes ces choses sont des preuves démonstratives que vous avez et que vous utilisez au cours de ce procès. Ensuite, mesdames et messieurs, il s'agit de la preuve testimoniale. Les témoignages provenant de la barre des témoins. Les témoignages
les paroles sorties de la bouche des témoins qui vous ont été présentées et enregistrées dans cette affaire particulière. Témoignage. Le témoignage est une preuve, tout comme les autres formes de preuves que je viens de décrire. Le témoignage des cieux. Et mesdames et messieurs, le témoignage, c'est ce que ces témoins ont entendu, vu, fait. Tout cela constitue une preuve testimoniale. Et mesdames et messieurs, le témoignage d'un seul témoin, si vous y accordez foi, peut établir les faits. Le témoignage d'un seul témoin, si vous y accordez foi, peut établir un fait. Et c'est la loi. Le juge vous donnera d'autres instructions sur ce que je viens de dire. Autres instructions sur ce que je viens de décrire. Et l'un des aspects de la preuve, c'est qu'elle se divise en deux formes générales. Une forme est la preuve directe et l'autre forme est la preuve circonstancielle. La preuve directe et la preuve circonstancielle sont les deux formes de preuve que vous, en tant que jury, devez prendre en compte. Maintenant, lorsque nous parlons de preuve directe, la preuve directe est un élément qui se rapporte directement à un fait. Elle porte directement sur la question posée. Cela pourrait être « Monsieur Joe a dit, j'ai vu Monsieur Smith, j'ai vu Monsieur Smith. Ne tirez pas sur Monsieur Smith, j'ai vu cela. Voilà ce que j'ai vu. » C'est une preuve directe qui porte directement sur un fait. Ou même un enregistrement qui porte directement sur un fait. Donc c'est une preuve directe. C'est assez simple dans votre façon de comprendre comment vous évaluez les preuves. La preuve directe concerne directement une question. Et si cette preuve directe provient directement d'un témoin oculaire ou d'un témoin que vous entendez ici lors de ce procès, si vous la croyez, elle établit un fait. Et vous pouvez le tenir pour un fait. Si vous choisissez de le croire, bien sûr, et je vais en parler un peu plus dans un instant. La prochaine forme de preuve est la preuve circonstancielle. Et la preuve circonstancielle, je vais l'expliquer de cette façon. C'est essentiellement utiliser des faits pour en tirer des conclusions. Des faits qui permettront raisonnablement de déduire une autre conclusion. Rassembler plusieurs faits et parvenir à une conclusion. Vous utilisez des preuves circonstancielles tous les jours. Vous les utilisez tout le temps. Ce n'est pas un concept mystérieux. Et le juge va vous l'expliquer un peu plus en détail. Les preuves circonstancielles et le poids, ainsi que l'importance que vous accordez à chaque forme de preuve, qu'il s'agisse de preuves circonstancielles ou de preuves directes, dépendent de vous. Abordons davantage les preuves circonstancielles. Les preuves circonstancielles consistent essentiellement à rassembler des faits, puis à les combiner avec votre sens de l'observation, votre expérience, vos connaissances générales et votre bon sens. Le bon sens, mesdames et messieurs, assembler ces éléments. C'est ce que vous faites lorsque vous assemblez des éléments et que vous devez prendre en compte toutes les preuves, toutes les circonstances, toute la situation lorsque vous évaluez l'ensemble du dossier. C'est ce que vous allez faire en utilisant des preuves circonstancielles. Et le juge, encore une fois, vous donnera ses instructions concernant l'utilisation des preuves circonstancielles. Et encore une fois, le poids que vous accordez à chacun des deux types de preuves dépend de vous. Et il n'y a aucune distinction entre l'utilisation de preuves directes ou de preuves circonstancielles. Mesdames et messieurs, vous disposez de preuves directes et circonstancielles dans cette affaire. Et en poursuivant, les preuves circonstancielles peuvent reposer sur toutes les formes de preuves que j'ai déjà décrites. Et basées sur des preuves matérielles, des preuves documentaires, des preuves démonstratives, des témoignages. Vous les combinez avec vos connaissances générales et vos observations habituelles, votre expérience de la vie et votre bon sens. Le bon sens. Vous rassemblez ces éléments et vous utilisez des preuves circonstancielles.
Et dans cette affaire, vous avez ces formes de preuves, plus vos connaissances générales, vos observations habituelles et votre expérience de la vie et votre bon sens que vous utilisez pour prendre une décision dans cette affaire. Que vous devriez conclure que ce prévenu, Brian Cooper, est coupable. Maintenant, nous allons vraiment voir ce que vous faites avec les preuves. Ce que vous faites avec les preuves, c'est que vous pesez les preuves. Et le poids que vous accordez aux preuves, c'est ce que vous faites. Vous pesez les preuves, c'est ce que vous faites. Vous avez évalué ces preuves en écoutant l'affaire. Vous avez pesé les preuves, vous avez tout examiné. Et à la fin de cette présentation, vous allez vous réunir pour discuter de ce que nous pensons que les preuves vous ont montré. Et vous allez rendre un verdict qui dit la vérité, à savoir que Ryan Cooper est coupable des crimes atroces qu'il a commis. Mesdames et messieurs, alors que nous avançons, je voudrais aborder la question de... La question, c'est de savoir quelle est ici la charge de la preuve. C'est à l'État qu'incombe la charge de la preuve. Cela incombe à l'État de présenter les preuves sous toutes les formes que nous venons d'évoquer. Et l'État doit vous apporter ces preuves. Et nous vous avons apporté ces preuves. Nous vous avons apporté ces preuves. Elles sont juste ici. Devant vous, c'était à la barre des témoins. Nous vous avons apporté ces preuves. Vous avez des preuves accablantes. À ce stade, vous ne devriez avoir aucun doute que Ryan Cooper est coupable. Vous ne devriez avoir aucun doute dans votre esprit. Maintenant, la défense n'a absolument aucune charge de la preuve. Elle n'a rien à prouver, elle peut dire et soutenir tout ce qu'elle veut, sans aucune preuve, sans charge de la preuve, et elle peut dire et argumenter tout ce qu'elle veut. Mais c'est l'État qui a la charge de la preuve, et nous vous avons apporté les preuves, parce que c'est notre responsabilité, nous avons assumé cette charge, nous vous avons apporté la preuve dans cette affaire. Et mesdames et messieurs, les preuves dans cette affaire sont assez simples, et il y a certains points particuliers dont je veux parler maintenant à propos de ce que nous vous avons déjà montré. Premièrement, nous vous avons montré que cet accusé a tué le Kameratuma dans le nord du comté. Les preuves circonstancielles que vous avez entendues incluront cela. L'idée qu'elle a été vue vivante pour la dernière fois dans le comté de Carroll. Vous avez entendu des preuves à ce sujet, vous l'avez entendu de Catherine Hall, vous l'avez entendu de Kevin Davis, elle est vivante, elle avance sur la route en criant. Pourquoi? Qui sait ce qu'il lui disait là-dedans? Le prochain comté où elle se trouve est le comté de Doherty. Cela vous a été montré par les preuves provenant des relevés GPS du téléphone. Le dernier signe de vie de le Kameratuma a été relevé dans le comté de Doherty. La dernière action de la jeune fille a été d'utiliser son téléphone dans le comté de Dorr. Le comté de Chris n'est mentionné qu'à cause de lui. Il dit Chris County. Aucune preuve ne montre qu'il soit allé dans le comté de Chris. Aucune preuve que tu sois arrivé à ce chef d'accusation. Donc les preuves circonstancielles montrent qu'il était vivant dans le comté de Carroll, pas vivant dans le comté criminel de Chris, vivant au moins un court moment dans le comté de Doherty. Et cela vous montre de façon circonstancielle qu'elle a été tuée dans le comté de Doherty. Donc, la question de la compétence territoriale, qui est l'une des questions que vous allez examiner dans cette affaire, est réglée par les preuves circonstancielles que vous avez vues dans cette affaire. Aussi, cet accusé est coupable, vous l'entendez en ce moment, mes frères. Sorti directement de sa bouche, c'était son meilleur ami avec le diable. Il a tiré, et en plus il lui a tiré dessus. Peut-être pour bien montrer que je pensais ce que je disais, regarde ici. Regarde ça. Pour te montrer ce qu'il garde.
Il ne plaisantait pas, il était sérieux. Et qu'est-ce que tu as comme preuve? Tu as ce titre que Kevin Davis a mentionné, celui qu'il a montré quand il lui a dit qu'il avait tiré. Quoi? Encore? Montre-leur ce que ça garde. Pour montrer l'énormité de son crime, qu'il racontait à Davis ce qui s'était passé. Kevin Davis corroborait. La preuve directe, c'est le sang et d'autres éléments que vous avez ici dans cette salle d'audience pour corroborer que Kevin Davis disait la vérité. Donc ce point est établi. L'autre point qui est établi, c'est que le Camaritum était un corps, ou du moins des morceaux d'un corps, que vous avez ici dans cette salle d'audience. Vous l'avez entendu de la bouche des témoins qui vous ont dit que l'ADN a montré que l'ADN ne pouvait provenir que d'un enfant de Melissa Caldwell, Melissa Thornton. Seulement son enfant. Elle avait 2 enfants, un garçon et une fille. Il ne reste que les garçons. Les preuves sont accablantes. C'est la Lecamératumus par son sang, son ADN. Donc elle est identifiée. Elle est identifiée scientifiquement et vous avez cette preuve. Vous ne devriez avoir aucun doute à ce sujet. Mesdames et messieurs, ce point est établi par les preuves. Donc, les points principaux où cela s'est produit. Qui l'a fait et qui était la victime vous sont montrés directement et avec des preuves circonstancielles. C'est pourquoi à ce stade, vous devriez considérer cet accusé comme absolument 100% coupable de ses chefs d'accusation. Nous discuterons ces points en détail au cours de notre présentation, mais vous avez déjà cela et je voulais simplement vous le donner avant que vous n'entendiez à nouveau ce que la défense pourrait dire. S'ils choisissent de dire quelque chose, s'ils le souhaitent, ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit, mais s'ils le font, ces faits indéniables sont là. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, d'autres aspects des preuves. Une autre chose, c'est qu'il peut y avoir un débat sur le fait que, certains échantillons de sang n'ont pas été confirmés. Voyons maintenant ce que dit la loi et quelles sont réellement les preuves. Vous avez entendu le témoignage de 3 personnes. Il y a à propos de cette preuve sur cette chaise, cette preuve sur cette garniture de toit, preuve sur la console. Vous avez un médecin qui est docteur hépatologiste qui a réalisé des milliers d'autopsies, a visité des milliers de scènes de crime peut-être, et a parlé à d'autres scientifiques et médecins. Il dit que j'ai du sang dans mon corps, c'est du sang. Vous avez un expert en reconstitution de scènes de crime qui a 63 ans d'expérience, ayant visité des milliers de scènes de crime, analysé du sang et enseigné à nos organisations nationales d'application de la loi comment analyser le sang. Il dit que c'est bleu. Tu as compris. Un biologiste médico-légal qui est venu, celui qui a identifié l'ADN, comme étant celui de Macquarie et Toon. Elle dit que c'est bleu. Votre bon sens.
votre expérience commune, ce que vous savez tous, tout le monde a saigné, tout le monde a vu du sang, c'est du sang dans ses yeux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc tout argument, toute suggestion que ce n'est pas prouvé, c'est juste un argument fallacieux, c'est un argument... Bien sûr, tout ce qui peut être testé, vous pouvez le tester encore et encore. Mais pourquoi? Ça coûte de l'argent de faire tous les tests de détection. Je pense que l'argument était que le GBI fait plus de tests de confirmation, mais pourquoi faire plus de tests de confirmation alors que tout le monde peut voir avec d'autres méthodes expérimentales que c'est du sang? C'est donc une question financière, rien de suspect. Mais pourquoi faire tout ça quand on a toutes ces preuves? Et dans ce cas, on a des preuves accablantes. Le médecin légiste affirme qu'il ne fait aucun doute que c'est du sang. Et encore une fois, tout témoin que vous jugez crédible suffit à établir un fait. Et le juge va donner les instructions sur la façon d'évaluer tous les témoins, y compris les témoins experts, concernant leur témoignage. Donc, pour ce témoignage, il ne devrait y avoir aucun doute dans votre esprit quant à savoir si ce sang manquant qui a été retrouvé dans ce véhicule a été causé par cet individu. Juste ici, juste ici. Regardez-le. Il l'a fait. Ne le laissez pas cacher l'énormité de ces crimes. Ne le laissez pas penser qu'en effaçant l'existence de McCamry, vous hésiterez à rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Une autre chose, c'est que, eh bien, vous pouvez faire valoir, si vous choisissez de le faire, vous n'êtes pas obligé, que, eh bien, comment a-t-il pris tout ce poids corporel hors de son véhicule? Vous avez entendu parler du poids de McCamry? Et encore une fois, vos preuves circonstancielles sont assez claires. D'après les témoignages, il n'aurait rien coûté de simplement la mettre dehors, de la pousser vers la porte. Et vous avez en fait comme preuve, vous avez des photographies de l'heure où il a recouvert de plastique, montrant ainsi indirectement qu'il avait accès au plastique. C'est un chauffeur de camion, il a accès à des diables. Sors-la de la voiture et mets-la sur le diable. Elle l'a fait, mets-la juste dehors. Déplace-la comme il faut pour la mettre sur le diable. C'est notre observation et notre expérience commune que les chauffeurs de camions, les personnes qui chargent et déchargent les camions ont des diables. C'est une observation courante, une expérience commune. Donc manipuler le corps de McCamry n'était pas une option. C'est le tien. C'est une preuve circonstancielle. Mais du plastique, il en avait. C'est votre propre preuve circonstancielle. Il avait du plastique. Il avait accès à ces choses. Le plastique est visible sur une photo que vous avez ici comme preuve. Donc il avait les moyens de faire ça. Il avait les moyens de manipuler le corps de McCamry. Donc ce n'est pas un problème pour vous, vous ne trouvez pas cela impossible. Tout cela a été prouvé par des preuves directes et circonstancielles. Elle pourrait être n'importe où.
Il a complètement caché son corps. Il a eu le temps de le faire. Il avait tout l'État de Géorgie pour le faire. C'est un chauffeur de camion. Elle pourrait être n'importe où, de Centennial Drive, ici à Albany, en Géorgie, là où le véhicule a été retrouvé, jusqu'à quelque part dans toute cette histoire. Nous ne savons pas. Il pourrait savoir. Il ne sait pas. Mais il a choisi d'effacer l'existence même de la Camry aussi. Mesdames et messieurs, nous allons approfondir ces questions dans le dossier de l'accusation. Pour l'instant, vous avez déjà les éléments. Vous avez des preuves accablantes pour déclarer Ryan Cooper coupable. Et je veux maintenant passer au crime dont il est question ici. Et nous allons parler des crimes et de la loi qui peut être appliquée à ces crimes comme base pour que vous rendiez votre verdict. Nous allons commencer par le meurtre avec intention malveillante. Le meurtre avec préméditation consiste à tuer intentionnellement quelqu'un. Un être humain. Montgomery Tumor était un être humain. Le fait d'ôter intentionnellement la vie avec intention criminelle et préméditation. Et la malveillance préméditée, et le juge vous donnera la définition du meurtre. Je veux que vous saisissiez la notion d'intention criminelle. L'intention criminelle ne signifie pas de la malveillance ou de la haine. Cela ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Cela ne veut pas forcément dire que vous êtes cruel, mais une cruauté a été commise ici. Cruauté. L'intention criminelle, c'est la volonté de commettre délibérément un acte. Vous. Et juste pour donner un autre exemple, pour montrer que l'intention criminelle n'est pas nécessairement fondée sur la cruauté. Je pourrais... Eh bien, voici un exemple. Un tueur à gages est engagé pour aller tuer quelqu'un. Le tueur à gages ne connaît pas cette personne. Il agit juste pour l'argent. Il y va, on lui donne un contrat, il y va et tue la personne. Vous ne connaissez peut-être pas la personne, mais c'est un meurtre intentionnel, puisqu'il s'agit d'un homicide volontaire. Il ne connaît pas la personne. Il n'avait ni mauvaise intention ni haine envers lui. Envers la personne. Mais cela relèverait d'un meurtre intentionnel, puisqu'il s'agissait d'un homicide volontaire. Maintenant, l'autre chose à propos du meurtre intentionnel, c'est qu'il n'exige pas de véritable mobile. Le mobile n'est pas un élément du meurtre. Nous ne pouvons pas sonder l'esprit d'un accusé et décider pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Vous avez entendu quelques éléments sur ce qui se passait. Il y avait quelque chose à propos de... Vous savez que Montgomery aurait pu faire quelque chose pour offenser. Ryan, ça bouillonnait dans son esprit. Nous savons que ce soir-là, en août, ils ont eu une dispute à propos de... Je suppose qu'il avait l'impression qu'elle faisait la maligne ou quelque chose comme ça parce qu'il demandait à manger. Essayant d'obtenir de l'eau, peut-être qu'il a regardé sur son téléphone. Cela l'a peut-être énervé. Pas besoin de spéculer car la loi n'oblige pas l'État à le prouver. Quoi qu'il en soit, il s'est intentionnellement penché au-dessus du siège passager à ce moment-là et lui a tiré une balle dans la tête. C'était intentionnel. Un acte intentionnel, et cela suffit pour un meurtre intentionnel. Peu
importe ce qu'il avait en tête concernant la raison pour laquelle il l'a fait, c'est l'acte intentionnel qui constitue un meurtre intentionnel. Ryan Cooper est donc coupable de meurtre intentionnel. Le crime suivant est agression aggravée. L'agression aggravée consiste essentiellement à placer quelqu'un dans la crainte de subir immédiatement une blessure corporelle. Et l'autre aspect de l'agression aggravée concerne l'agression elle-même. L'agression aggravée survient lorsque vous agressez quelqu'un avec l'intention de voler, de violer ou de tuer, ou avec une arme mortelle. Voici comment commettre une agression aggravée. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et dans ce cas, Ryan Cooper a pu commettre cette agression avec une arme mortelle. Il a commis l'agression avec une arme de poing. Et vous savez par des preuves directes qu'il avait une arme. Vous avez entendu Catherine Holloway dire que oui, il avait un Glock. Vous avez entendu Terminator dire que oui, il avait un Glock. Le Glock a disparu. Mais il en avait un. Il était armé. Il le gardait dans cette console. Vous avez entendu cette preuve. Donc il avait une arme. Une arme a été utilisée. Toutes les preuves que vous avez entendues concernant la balistique, un projectile enveloppé de cuivre, achemisage en cuivre, tir balistique raté. Tout cela montre qu'une arme à feu a été utilisée. Tout cela fait partie des preuves. Vous ne devriez avoir aucun doute sur le fait qu'il a tué Macamry Tumor avec l'arme à feu. Et c'est la base de l'agression aggravée. Nous passons à les coups et blessures aggravées. Et les coups et blessures aggravées, c'est essentiellement causer une défiguration au corps d'une personne, provoquant une défiguration. Vous avez entendu le témoignage du Dr Downs, que cette blessure aurait causé une défiguration de son corps, une fracture du crâne et un affaissement de son visage. C'est une défiguration. Vous avez entendu ces éléments de preuve. Cela aurait été causé par la blessure infligée à Macamry Tumor. Cette preuve provient d'un témoignage du pathologiste. Vous avez donc une base pour déclarer l'accusé coupable de coups et blessures aggravées pour avoir causé la défiguration qu'il a infligée à Macamry Tumor. Maintenant, pour ce qui concerne l'homicide commis lors de la perpétration d'un crime, voici de quoi il s'agit. Pour commencer, l'agression aggravée et les coups et blessures aggravés sont tous deux des crimes. Pour l'examen de l'homicide commis lors de la perpétration d'un crime, les coups et blessures aggravés et l'agression aggravée sont des crimes. Alors, qu'est-ce que l'homicide commis lors de la perpétration d'un crime ? L'homicide commis lors de la perpétration d'un crime se produit lorsqu'une personne tue quelqu'un. Le meurtre qualifié se produit lorsqu'une personne tue quelqu'un pendant la commission d'un crime. Lorsque vous commettez un crime contre quelqu'un et que quelqu'un meurt, cela relèvera de l'homicide commis lors de la perpétration d'un crime. Cela peut être le cas même sans intention réelle de tuer. Peut-être voulez-vous juste lui faire peur. Vous pourriez simplement avoir l'intention de l'intimider. Mais si vous faites quelque chose qui provoque la mort, cela relèvera d'un homicide commis lors de la perpétration d'un crime. Cela relèvera d'un homicide commis lors de la perpétration d'un crime. Et cela ne nécessite pas d'intention, ni de mobile. Le meurtre commis lors de la commission d'un crime est retenu lorsqu'une personne tue quelqu'un pendant la commission d'un crime. Nous avons 2 crimes impliqués dans cette affaire. 2 crimes, agression aggravée et coups et blessures aggravées. Vous avez donc une base pour déclarer cet accusé, Ryan Cooper, coupable de meurtre commis lors de la commission d'un crime. Maintenant, je veux que vous compreniez bien ce concept.
Est-ce que vous pouvez avoir, vous savez, les deux formes de meurtre, le meurtre et le meurtre commis lors de la commission d'un crime? Oui. Vous l'aviez dans cette affaire? Oui. Faut-il le déclarer coupable de chaque forme? Oui. Alors, assimilez bien cela parce que c'est la loi. Le meurtre et le meurtre commis lors de la commission d'un crime peuvent être commis de différentes façons. Et vous êtes autorisé et vous devez le déclarer coupable pour chacune des formes de meurtre dont McHenry a été victime. Alors, comprenez bien cela, parce que c'est la loi. Et vous le déclarez coupable de façon distincte pour chaque forme de meurtre. Meurtre commis lors de la commission d'un crime, 2 chefs. Il est coupable des 2 formes de meurtre commis lors de la commission d'un crime et de meurtre intentionnel, ainsi que des crimes eux-mêmes, l'agression aggravée et les coups et blessures aggravées. Ne perdez pas cela de vue. C'est la loi. Vous pouvez et devez le déclarer coupable, car il a commis un meurtre sous ses différentes formes. Sous toutes ces formes différentes. Le crime suivant qu'il a commis était la possession d'une arme à feu pendant la commission d'un crime. Et dans ce cas, il avait une arme à feu. Était-ce ce Glock dont il sait qu'il se trouvait dans sa voiture? Les preuves circonstancielles suggèrent que oui. Le Glock qu'il portait toujours? Oui. Était-il à portée de main? Oui, il devait l'avoir dans la main quand il s'est penché pour l'atteindre. Vers le siège passager. Et il a tiré une balle dans la tête de McHenry. Donc, c'était à portée de main. Les preuves circonstancielles le montrent. Les preuves circonstancielles, les preuves directes, montrent que les projections est cohérente avec quelqu'un assis sur le siège du conducteur qui se penche et tire sur quelqu'un assis sur le siège passager. C'est la preuve que vous avez eue dans la salle d'audience. Ce titre-là. Vous avez des preuves pour ça. Les preuves sont ici, dans cette salle d'audience. Vous devez donc le déclarer coupable de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. L'essentiel concernant 2 de ces éléments est ceci. La récupération effective de l'arme n'est pas requise par la loi. Le juge ne va pas vous dire que vous devez conclure que l'arme a été retrouvée. Ce n'est pas la loi. Même dans le cas des meurtres, vous n'êtes pas obligé de conclure que le corps a été retrouvé. Ce n'est pas la loi. La loi n'exige pas que le corps de la McHenry soit retrouvé et présenté dans cette salle d'audience. La loi n'exige pas que l'arme qui a servi à la tuer soit retrouvée et présentée dans cette salle d'audience. Si vous avez toutes les autres preuves que vous avez, indiquant que ces crimes ont été commis, ce que vous avez lu, de manière accablante. Sans aucun doute. Et mesdames et messieurs, le dernier chef d'accusation qui concerne cet accusé est la dissimulation de la mort d'autrui. Dissimulation de la mort d'autrui. Et il a complètement caché McHenry. Au début de l'affaire, la question était « Où est McHenry ?» Eh bien, elle est juste ici. Juste ici. Juste là, devant. Quelque part ici. Elle est ici dans la salle d'audience et retournera avec vous dans la salle du jury. Elle est juste ici. Elle fait partie de vous. Nous ne l'avons pas toute. Et c'est ce qui rend ce crime si énorme.
Le petit garçon né de leur relation, l'existence de sa mère lui a été enlevée. Son existence est effacée. Voilà l'ampleur de ce qu'il a fait. Voilà l'ampleur de ce qu'il a fait dans cette affaire. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne le laissez pas. Pensez une seconde qu'il va s'en sortir ainsi. Ne le laissez rien passer. Ne le laissez rien passer. Cet accusé est coupable. De chacun des chefs d'accusation de l'acte d'accusation. Et c'est le verdict qui l'attend à son retour. Il est coupable de chacun des chefs d'accusation. Chaque chef d'accusation est étayé à la fois par la loi et par les faits. Et par votre propre sens de la vérité et de la justice. Nous sommes dans ce procès depuis plus d'une semaine. Mais vraiment, vraiment, vous ne devriez pas hésiter à rendre rapidement un verdict de culpabilité sur tous ces chefs d'accusation. Parce que les preuves sont accablantes. N'hésitez pas à lui dire rapidement que Ryan Cooper a été effacé de la caméra. Elle est là. Ryan Cooper, tu es coupable de tout ce que tu as fait dans l'ombre et qui a été révélé. Ryan Cooper, tu es coupable de chacun des chefs d'accusation, car c'est le verdict qui dit la vérité. Vous avez des preuves accablantes sous toutes les formes dont nous venons de parler, indiquant que cet accusé est coupable. Et nous vous demandons, lorsque vous aurez entendu toutes les autres procédures dans cette affaire, de rendre ce verdict de culpabilité. Oui, c'est bien. Vous êtes... D'accord. Le premier argument de l'État. Merci, Monsieur Edwards. Où est Macambria Toomer? C'est ce que je vous ai demandé. C'est la question que je vous ai posée quand j'ai commencé la semaine dernière. Où est Macambria Toomer? La Cambria. Macambria Toomer est dans ce coussin de siège. Macambria Toomer est dans cette console. Macambria Toomer est sur cette garniture de toit. C'était au-dessus de sa tête, là où l'accusé lui a tiré une balle dans la tête. Et aujourd'hui, je vais vous demander de ramener Macambria Toomer auprès des siens. Et je vais vous demander de déclarer l'accusé, Ryan Cooper, coupable de chacun des chefs d'accusation retenus contre lui. Maintenant, avant d'aborder la véritable affaire ici, je voudrais revenir sur quelques points que la défense a soulevés. Je veux régler cela tout de suite afin que nous puissions réellement passer aux preuves et aux faits de cette affaire. La défense dit que, notre enquête a stagné, alors nous avons dû aller chercher des experts rémunérés. L'enquête n'était pas au point mort. L'enquête a commencé lorsque sa mère, Melissa, a signalé sa disparition le 24 août 2022. Et elle s'est poursuivie chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. L'enquêtrice Calandria Peterson vous a dit la semaine dernière que cette enquête n'est pas terminée. Nous n'avavons pas retrouvé Cam.
Cette enquête n'est pas terminée. Nous n'avions pas besoin d'experts payés. Nous savions ce qui était arrivé à Cam. Nous n'avons pas besoin d'experts payés pour essayer de renforcer un dossier qui n'existe pas parce qu'il existe déjà. Ils veulent dire, eh bien, ils n'ont pas confirmé ceci, ils n'ont pas confirmé cela. Pourquoi penses-tu que, quand nous avons découvert qu'il lui avait tiré une balle dans la tête, pourquoi pensez-vous cela quand nous avons découvert ce qui s'était passé? Nous avons dû faire venir des experts pour confirmer cela et faire avancer l'enquête. Et puis ils veulent parler de, eh bien, Monsieur Engler dans cette affaire David Cam. Nous ne sommes pas ici à cause d'un policier d'État qui a été reconnu coupable 2 fois d'avoir tué sa femme. Nous ne sommes pas ici à cause de David Cam. Nous sommes ici à cause de la tumeur de Cam. Nous sommes ici à cause d'une tumeur de Cam. C'est pour ça que nous sommes ici. Tu tires des conclusions hâtives. Nous ne tirons aucune conclusion hâtive. Cette affaire a été minutieusement examinée au mieux de leur capacité. Eh bien, ils n'ont pas trouvé ça lorsqu'ils ont prélevé un échantillon juste ici. Tu dois comprendre, dans ton sac à main, ce n'était pas une fouille de plus sur cette Audi blanche dans laquelle il l'a tué. C'était la première fouille où il y a eu un test présomptif positif pour du sang. Il n'y avait aucun endroit pour noter qu'il y avait eu un résultat présomptif positif au sang lors de cette première fouille. Lors de la première fouille, la poussière a été déplacée. Les sièges ont été retirés. Rien de tout cela. C'est une voiture qui est restée là avec une vitre brisée. Des preuves sont arrivées, il y a de la saleté à l'intérieur, avec le temps aussi. Vous allez probablement récupérer toutes sortes de choses sur les écouvillons, mais ils ont continué à chercher et ils ont démonté cette voiture. Ils ont démonté cette voiture et les 3 principaux endroits où ils ont trouvé du sang, à la fois la police d'Albany et le GBI. Le GBI, oui, dont la défense a parlé, le GBI qui vous a dit, selon son avis d'experte, que c'était du sang. La défense est ici et a demandé « Pourquoi n'ont-ils pas fait appel au GBI ?» Nous l'avons fait. Elle vous a dit que c'était du sang, au-delà de Bianca Fox, biologiste. Elle vous a dit que c'est du sang sur le plafond de la voiture. C'est du sang. Mon avis d'experte, le test a montré que c'est du sang. C'est du sang sur le siège. Je ne sais pas pourquoi il y a du sang sur le siège. Eh bien, devine quoi? Tu l'as juste là. Tu as le tissu du siège où le sang a coulé. Ce qu'elle a dit à propos du dessous du siège, c'est qu'un côté du rabat qui se trouve sous le siège était positif, l'autre côté ne l'était pas. Tu as ça juste là. Tu as la console? Autour de la console, le test était positif. Ils ne vont pas continuer à tester chaque chose. Ils ont déjà 3 résultats positifs. Et tu sais ce qu'ils ont d'autre? Ils ont trouvé son ADN sur le toit de la voiture. Ils ont son ADN. Son ADN. L'enfant de Melissa Thornton. Le seul enfant que Melissa Thornton ait eu et qu'elle ait connu toute sa vie. Le seul enfant qui est parti en voiture avec Ryan Cooper en hurlant après qu'il l'ait droguée et que Big ait tenté de se battre avec elle. Cet enfant. Ils n'ont pas fait appel au GBI. Ils ont été payés. Le GBI, les médecins légistes, font des autopsies. C'est ce qu'ils font pour nous, pour le bureau du procureur. Nous n'avons pas de corps complet pour faire une autopsie à cause de cet accusé ici. Il est ici. Les médecins légistes, c'est ce qu'ils font pour nous. Ce ne sont pas des spécialistes de la reconstitution de scènes de crime. Ils font des autopsies sur des corps. Vous savez, et cette personne qui a discrédité cette personne,
Et c'est juste que il travaille dans un UPS store. Le Dr. Downs est médecin légiste pour l'État de Caroline du Sud, mais il est aussi consultant privé. C'est pour ça qu'il est ici en train de vous parler. C'est pour ça qu'il est ici sur cette affaire grâce à son activité de consultant privé. Vous pensez qu'ils vont venir ici, que ce soit Engler ou Downs, et mentir? Engler, avec plus de 60 ans d'expérience, Downs, un médecin légiste actuel, un docteur en médecine qui a travaillé avec l'unité d'analyse comportementale du FBI, qui a publié un livre de médecine légale, et ils ont la même opinion sur les mensonges de Bianca Fox. Elle serait du GBI. La défense affirme qu'il n'y a pas de chronologie, que celle-ci ne fonctionne pas. La chronologie ne fonctionne pas. Tu es morte. Appuie sur la gâchette. Tu es morte. Il est allé de Dalton à Albany. On parle d'un intervalle de 10 heures. On parle d'un intervalle de 10 heures. Comment le sait-on? Et parce que nous avons les relevés de téléphone portable, nous avons les relevés de téléphone portable et nous avons les relevés GPS. La défense a dit, eh bien, les relevés de téléphone portable montrent exactement où ils sont. D'abord, ce n'est pas ce qu'a dit la spécialiste du téléphone portable qui a témoigné. Nous savons tous, avec bon sens, que ce n'est pas vrai. Ça vous indique la zone de l'antenne à laquelle vous vous connectez. Ça ne vous dit pas que vous êtes au Walmart, que cette personne est au Walmart en ce moment. Nous savons tous cela. Nous savons tous cela. Nous avons vu qu'il était dans les environs d'Albany. Nous avons vu quand il était près de Moultrie Road. Il était partout à Albany. Nous ignorons où il est. Mais si 10 heures ne suffisent pas pour tirer une balle dans la tête de quelqu'un, franchement... Nous n'avons pas à prouver où il a caché le corps à Albany. Nous ignorons l'endroit exact, mais nous savons qu'il l'a caché. Nous le savons parce qu'elle est morte et qu'elle est morte dans sa voiture. Et puis, eh bien, Tevin a essayé de sortir de prison. Bon, laissez-moi vous demander ceci. Au moment où ils ont parlé à Tevin et que Tevin donne l'information sur la vitre de la voiture de Cooper, l'accusé, Tevin vous donne des informations sur le phare. Il le décrit. J'ai vu ces petits points noirs, sombres, rouges, noirs, comme des gouttes de sang. Il donne cette information. Il dit qu'il lui a tiré dessus. Comment le savait-il avant qu'il ne jette la corde et la voiture? Tevin raconte ça avant qu'on ait tout ça. C'est ainsi qu'on sait que Tevin dit la vérité. Il n'est pas sorti de prison, il est venu directement ici dans ce fourgon pénitentiaire. Nous allons vous demander de ramener Cam chez sa mère, auprès de son fils, de la ramener à la maison. Abordons maintenant les véritables preuves de cette affaire. Ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu n'était qu'un aperçu du comportement violent de l'accusé, un comportement violent envers Cam. Et c'est très important parce que tout cela est le précurseur de ce qui s'est passé quand il lui a tiré dessus. Tout cela. Le 17 juillet 2021, si vous vous souvenez, elle court jusqu'au salon d'Anthony, le salon de Carolyn Cloud. Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Elle porte un soutien-gorge et une seule chaussure. Elle saigne sous le nez. Caroline Cloud a dit « J'ai pensé à mes propres filles et je les laissées entrer. » C'est ce qu'elle a dit. « J'ai pensé à mes propres filles et je les laissées entrer. » Caroline Cloud a dit qu'elle avait dit à son petit ami de reculer. Mais Caroline Cloud était dans cette Audi blanche qui passait lentement. Elle verrouille la porte. Elle refuse toute entrée, comme elle l'a dit. Je n'ai laissé entrer personne, surtout pas ce type. Même pas sa propre mère. Jusqu'à ce que la police arrive. Pour que quelqu'un vienne aider cette jeune femme, elle ne laisse entrer personne. Et elle a vu Melissa sortir de la voiture de l'accusé. Elle ne la laissait certainement pas entrer. « 911, un appel arrive. On braque une arme à feu sur elle. Qui ?
le suspect Brian Cooper braque une arme à feu sur Cam. Il braque une arme à feu sur elle. Il pointe une arme. L'accusé. Les secours. Quelle était la blessure principale notée sur ce rapport des secours? Le témoignage concernant l'incident de violence aggravée en 2021 faisait état d'une blessure à la tête. Il la frappe à la tête. Elle avait même un hématome qui a été décrit dans le témoignage comme une bosse énorme, là où il l'a frappée. Il l'a probablement frappée avec cette arme, vous savez, celle qu'il porte toujours, ce Glock dont tout le monde a parlé dans les témoignages, ou alors cela s'est passé d'une autre manière. Et ensuite, elle souffrait et était en détresse. C'est ce que l'ambulancière Figueroa vous a dit là-haut, c'était son observation. Elle a vu l'hématome, la bosse sur sa tête. Non seulement cela, elle avait des ecchymoses sur le corps. Il y a une photo versée au dossier. En fait, il y a deux photos versées au dossier. Ecchymose sur son bras. Vous avez donc entendu l'agent Jarius Wilson qui était l'officier intervenant au salon ce jour-là. Il a interpellé le prévenu. Rappelez-vous, il a dit qu'il l'avait mis en position allongée et l'avait interpellé parce qu'il était question d'une arme à feu. Parce que l'appel signalait que quelqu'un pointait une arme sur Cam. Ensuite, il fouille le prévenu et trouve un chargeur sur lui, un chargeur sur sa personne. Il lui a posé des questions sur l'arme. Il lit au prévenu ses droits Miranda, juste là sur les lieux. C'est à ce moment-là que nous sommes encore au salon, juste là sur les lieux. Interrogez le prévenu sur cette arme. Et le prévenu a dit à l'agent Jarius Wilson qu'il n'avait pas d'arme lorsqu'il lui a posé la question au début. Pourquoi a-t-il fait cela? Il est coupable d'agression aggravée car il sait avoir pointé l'arme sur elle. Il a nié avoir une arme. Nous savons que ce n'est tout simplement pas vrai. Nous savons que l'accusé a quitté le salon, est allé chez Melissa Thornton, puis chez la mère de Cam et lui a dit « Vous l'avez entendu ?» Il lui a dit « Votre fille vient de sauter d'une voiture en marche. » Et elle vous a dit ce qu'elle pensait. « Je dois aller voir mon bébé. » Je devais aller voir mon bébé. Alors, elle monte dans cette voiture. Elle va s'installer dans l'Audi blanche, côté passager. Et qu'est-ce que l'accusé fait? Attendez, je dois aller mettre quelque chose à l'intérieur. Attendez. Melissa vous l'a dit. Melissa vous a également dit que lorsqu'elle a enfin pu parler à Cam ce jour-là, quand elle est revenue sur les lieux, l'accusé, Ryan Cooper, avait braqué une arme sur elle. Il a braqué une arme sur moi. Souvenez-vous, parce que Melissa a dit « Mon bébé n'avait pas l'air normal. » Elle n'avait pas l'air normale. Elle saigne du nez et semblait anormale. Et comment savons-nous que la prévenue mentait sur le fait qu'il avait une arme? Parce qu'il est allé le faire chez Melissa. Vous avez la photo comme preuve. C'est le canapé de Melissa et il y a une arme juste en dessous. L'arme a été retrouvée. L'arme a été retrouvée et le chargeur que vous voyez au-dessus de l'arme était en fait dans l'arme. Et l'arme était chargée. L'arme était prête. Si vous vous souvenez du témoignage de l'agent Harris à ce sujet, l'arme était chargée, prête à faire feu. Une cartouche chambrée. Je lui ai posé la question à ce sujet. Elle était prête. L'arme qu'il a pointée sur Cam ce jour-là était prête à être tirée. Il garde cette arme dans sa voiture. Et il fouille dans sa voiture. Il fouille dans sa voiture, cette même Audi blanche. Il trouve des munitions supplémentaires. Vous savez, il a un chargeur sur lui. Il a l'arme qu'il a cachée. Il a des munitions supplémentaires. Il trouve la chemise déchirée de Cam. Chemise déchirée? Déchirée. Déchirée ici en essayant d'échapper à sa violence. Sautant hors de cette voiture, laissant sa chaussure là, son sac là, laissant tout là, courant jusqu'à un salon. Elle ne connaissait même pas ses gens. Elle frappe à la porte. « Laissez-moi entrer. » Et puis l'accusé, vous savez, l'agent Wilson, enfin avant que l'accusé ne soit interrogé par l'enquêtrice Perry.
L'agent Wilson lui dit, je veux dire, allez mec, je viens d'apprendre. Toi, tu as mis une arme. Je sais que tu as caché une arme dans cette maison là-haut, chez Melissa. Je sais que tu as caché une arme. Il finit par l'admettre à Wilson après avoir menti. Mais ensuite, il part et il est interrogé par Perry. Maintenant, souvenez-vous, Wilson est toujours au commissariat et il en a témoigné parce qu'il a été transporté. C'était lui qui le transportait. Et quand l'enquêtrice Perry l'interroge et commence à parler de ses blessures à elle, il rit. Il rit. Vous vous souvenez de ça? Même Wilson qui est venu, j'étais là, je ne sais pas ce que tu trouves drôle là-dedans. Elle a un hématome sur la tête, elle saigne, elle est à moitié nue. Et il trouve ça drôle. Il trouve ça drôle. Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu? C'est un fait. Il a trouvé ça drôle et s'en fiche totalement. On continue. Le 28 mars 2022, Gertrude Sanders, la voisine de Melissa Thornton, va chercher Melissa parce que Melissa doit aller là-bas pour éloigner Cam et le bébé de l'accusé. Cam appelle sa maman et lui dit « Viens me chercher ». Donc, c'est Gertrude qui emmène Melissa. Quand elles arrivent, la prévenue est dehors, dans cette allée blanche. Cam est à l'intérieur et la porte est verrouillée. Elles ne peuvent donc pas entrer. Elle a verrouillé la porte, probablement pour se protéger de lui, même s'il a une clé puisqu'il entre et la verrouille. Gertrude a témoigné. Elle a dit « Cam m'a dit qu'il allait me tuer ». Gertrude a dit « Je l'ai dit à sa mère ». En gros, elle prévient Melissa de la situation, à quel point c'est sérieux. Et Gertrude témoigne qu'elles essaient juste de récupérer le bébé et Cam. Le bébé de Cam, le bébé qu'elle a eu, il est peut-être le père biologique. Il n'y a aucune preuve qu'il soit le père légal. J'ai interrogé Melissa à ce sujet. L'abattre. C'est ce que Gertrude a dit. La battre alors qu'elle part, descendant les marches en bois de la caravane, la battre au point de faire tomber le bébé par terre. Un nouveau-né. Vous avez entendu, Melissa. J'ai cru que mon petit enfant était parti. Non, Melissa, Gertrude t'a dit à quel point c'était grave. Elle a couru chercher le bébé. Ils sont montés dans le camion. Mais Gertrude a aussi dit qu'une fois que Cam a échoué, il est allé vers elle. Il est allé vers elle. Il lui a donné un coup de pied. C'est ce qu'elle a dit. Il l'a piétiné. Maintenant, il pense que tout ça c'est drôle, je suppose, pour lui. Il lui a donné des coups de pied et l'a piétinée alors qu'elle était au sol. Et quand elle se relève pour se défendre, oui, j'ai mis les photos de cet accusé avec les marques qu'il avait sur lui à cause d'elle. Les marques qu'il méritait parce que selon le témoignage du témoin, une fois que ce bébé touche le sol et qu'il commence à la piétiner, Cam se relève. Elle en a assez. Il s'en est pris à ce bébé. Ce bébé pourrait être blessé. Elle se relève et riposte. Et est-ce qu'il s'inquiète pour la petite Jordan? Est-ce qu'il s'inquiète pour la petite Jordan? Non, il ne s'inquiète pas, mais nous savons qu'il le fait. Quand elle commence à se défendre, il sort son téléphone portable pour filmer. Violence domestique typique. Obtenir une réaction de ta part. Regarde-la maintenant. Dans quel état elle est? J'ai demandé à Gertrude Sanders, est-ce qu'il a noté des temps morts? Est-ce qu'il a noté quand il la frappait? Non, il le faisait juste à ce moment-là. Oui, ils ont tous deux été inculpés, mais les preuves montrent clairement qui était la victime. La même personne qui était victime 1 an plus tôt, quand une arme a été pointée sur sa tête, et il lui a fendu la lèvre. Et elle avait d'autres marques sur elle, dont vous aviez les photos et que vous aviez vues auparavant. Et ensuite, on arrive au 9 avril 2022 après cela. Il y a un autre incident. 4 mois avant qu'il ne la tue.
911, quelle est l'urgence? Oui, il est à la maison au 3302 avenue War Eagle. Donnez-moi l'adresse encore une fois. 3302 avenue War Eagle, d'accord. 32. 3302 War Eagle. D'accord. Est-ce une maison ou un appartement? C'est un mobil-home, d'accord. Quel est votre numéro de téléphone? 229 33 31 333 3126, d'accord. 229 633 3126. D'accord, comment tu t'appelles? Je m'appelle Andrew Simmons. Andrew Simmons. C'est ce que tu dis, Timmy. Oui. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma nièce vient de courir jusqu'à ma maison et son petit ami lui a sauté dessus. Où cela s'est-il passé? Chez son petit ami? Et à l'appartement de son petit ami. C'est dans le même quartier? Oui. D'accord, comment s'appelle ta nièce? Bonne nuit. Elle s'appelle Pam. D'accord, Pam. Pam. D'accord, où est-elle en ce moment? Elle est chez moi, au 3302 War Eagle. D'accord, et le petit ami habite dans quelle rue? Dans quelle rue est-il tombé? Eagle Court. D'accord, comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle, bébé? Brian Cooper. Il va commencer, bébé? Comment il s'appelle? Brian Cooper. Brian Cooper. Ryan Cooper. Ryan. Cooper. Ryan Cooper. D'accord, est-ce qu'elle est blessée maintenant? Est-ce qu'elle est blessée? Elle est allée voir les ambulanciers, elle va bien. Elle va bien, elle fait que pleurer. D'accord, il est où? Où est Ryan? Ryan, il est encore à la maison, je crois. Et il s'endort, et il n'arrive même plus à faire ça maintenant. S'il te plaît, ne lâche pas. Possède-t-il des armes? En a-t-il? Il n'avait pas d'arme ici. Il ne la frappe pas avec ça, si? Il va la battre avec sa main. D'accord, écoutez, ils vont être envoyés vers vous, madame. Rappelez-moi si jamais quelque chose change, d'accord? D'accord, très bien. Et Andrew Simmons vous a dit qu'elle est venue là, ce soir-là, sans chaussures. Elle pleurait et André a dit qu'elle était mouillée. Et j'ai demandé, parce que je me disais, qu'est-ce qui se passe, pensant qu'il pleuvait ou quelque chose comme ça. J'ai dit, mais pourquoi était-elle mouillée? Et il a dit qu'on aurait dit qu'elle s'était fait dessus. Les secours ont témoigné que la blessure principale qu'elle avait ce jour-là était à la tête. Et j'ai dit, mais pourquoi as-tu noté ça à la tête? Il a répondu, j'ai noté ça parce qu'elle a dit qu'il la frappait à la tête. Son petit ami la battait et elle avait des ecchymoses visibles, a-t-il dit. Il pouvait le voir. Je crois que c'était du côté gauche de son visage. L'agent a aussi vu les blessures sur Cam, du côté gauche de son visage, sur son bras et sous son œil. C'était l'agent McRae. Il a vu les blessures. Et l'agent McRae a dit « Je suis allé sur les lieux pour essayer de trouver le prévenu parce que Cam, la victime dans cette affaire, m'avait dit qu'il y avait du sang dans la maison. » Alors lui, et je lui ai demandé, j'ai dit « Eh bien, quand vous y êtes allé, avez-vous pu vérifier la présence de sang ?» Et il a dit « Oui, il a pu, mais le prévenu n'était pas là. » Et il a obtenu un mandat et le prévenu n'a pas été arrêté avant qu'il ne le retrouve en septembre à cause de la disparition de Cam. Le 24 août 2022, Macambria Toomer a été signalé disparu. Sa mère l'avait vu le 13 août 2022 au Walmart parce que Cam allait s'acheter quelque chose elle-même. Pour que Jordan donne à sa mère, pour que son fils donne les affaires à sa mère. Et quand Cam est arrivée à la caisse, si vous vous souvenez, elle ouvre son portefeuille pour payer et sa carte n'est plus là. Sa carte n'est pas là. Eh bien, nous savons où était sa carte. Elle était avec la prévenue. Elle a parlé avec Cam au téléphone un peu après cela. Et plus aucun contact, ni avec sa mère, ni avec son fils qui serait passé par sa mère. Plus aucun appel vidéo qu'elle avait l'habitude de faire avec son fils. Plus de cadeaux pour les fêtes, Thanksgiving, Noël, les anniversaires, rien du tout. Pendant des années et des années, aucun contact avec sa mère.
Et vous vous souviendrez, Melissa a dit, quand j'ai demandé « Est-ce que c'est normal qu'elle ne vous contacte pas ?» Et elle a répondu « Eh bien, elle a témoigné qu'il pouvait parfois se passer quelques semaines. Mais quand est-ce que c'était ?» C'était quand elle était dans le camion avec l'accusé. Et comme elle n'avait pas accès au Wi-Fi, elle ne pouvait pas la contacter. Sa mère a parlé du fait qu'elle avait reçu un iPad qui n'a jamais été retrouvé, ou une sorte de tablette ou de pad pour qu'elle puisse rester davantage en contact. Mais a-t-elle jamais disparu de la surface de la Terre? Absolument pas, absolument pas. Quand elle a signalé sa disparition, l'officier Newberry a témoigné qu'il avait lancé un avis de recherche. Ainsi, tout le monde serait au courant. Qu'il l'avait transmis ou enregistré via le NCIC. Donc, si elle avait un problème de permis de conduire ou si elle apparaissait quelque part aux États-Unis, on le saurait. NCIC, National. Elle a pris contact avec plusieurs personnes. L'enquêtrice Battle, qui était l'enquêtrice principale au début de l'affaire, a témoigné. Elle a fouillé le téléphone de Cam sur mandat. Elle a contacté l'employeur de la prévenue. Elle a obtenu les registres du camion. Réseaux sociaux, diffusion de photos de personnes disparues, affiches, posters, prise de contact avec des gens sur les réseaux sociaux, contact, localisation. Et elle a interrogé la prévenue. Et souvenez-vous, elle est partie en congé maternité. Et Melissa contacte la police à un moment donné. Regardez bien, vous feriez mieux de le regarder. Vous feriez mieux de regarder l'accusé. C'est après son premier signalement de disparition. Et qu'est-ce que Melissa fait, la mère de Cam? Elle appelle l'accusé plusieurs fois de suite. Il ne répond pas au téléphone. Évidemment qu'il ne répond pas. Il a tué sa fille. Voilà pourquoi il ne répond pas au téléphone. Elle a même demandé à d'autres personnes d'appeler avec des numéros différents et il n'a répondu à personne. Il ne parlait même pas à ses parents, tu te souviens? Pendant l'interrogatoire, ça les a déconcertés. Toi aussi, tu ne parlais pas à tes parents, tu n'étais pas en contact avec eux? Non, pas avant mon arrestation. Pas jusqu'à ce que je sois arrêtée. Il avait évité sa propre famille. Et Bat le savait parce qu'elle avait parlé avec lui. Tu te rappelleras que sa mère est même allée à Val d'Aosta en disant « J'y suis allée sans permis de conduire. Je m'en fichais. J'allais retrouver mon bébé. Elle a fait tellement de choses. Nous serions ici pendant des semaines à parler des efforts que Melissa, la mère de Cam, a fait. Et comme je l'ai dit, c'était très inhabituel pour eux que Cam ne la contacte pas. Et Melissa a témoigné que Cam avait presque terminé ses études et qu'elle attendait cela avec impatience. Elle avait été en contact avec Defax, qui est Marissa Hanks, et l'avait vue le 11 août. Mais ils n'ont plus jamais eu de ses nouvelles. Elle était passée chez Aspire le 15 août. Elle travaillait à finaliser son évaluation psychologique. Vous vous souvenez de l'évaluation psychologique que la défense a prétendu qu'elle devait absolument passer pour une raison particulière? Et Mademoiselle Hanks a dit non, pour ce genre d'affaires, tout le monde doit en passer une. Il a dû en passer une aussi. Il n'a juste fait aucun effort. Nous savons qu'elle était à Aspire ce jour-là car Mademoiselle Hanks lui a parlé. Pas d'appel, pas de message. Après le 15 août, il n'y a eu aucun appel, aucun texto, aucun message, rien du tout. Il n'y a eu aucune initiative de McCambria Toomer envers qui que ce soit, aucun signe de vie. Mais il y avait des pages entières de personnes essayant de la contacter après le 15 août. Des pages. Et pas une seule personne n'a réussi. Pas une seule personne. Maintenant, la lieutenant Peterson a repris l'affaire, mais elle vous avait dit qu'elle avait été la supérieure de l'enquêtrice Battle, donc elle connaissait bien l'affaire. Elle a dit vouloir tout reprendre et mener elle-même un nouvel entretien avec la prévenue. Et qu'est-ce que la prévenue dit lors de l'entretien? Vous voyez, il cherchait cette voiture. Il cherchait cette voiture dans tout le SWAT, la voiture de la prévenue. Et qu'est-ce qu'il leur a dit?
Eh bien, c'est sa voiture, évidemment, mais elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Il ne la conduit pas. Il ne l'a pas conduite depuis juin. Et elle est garée à Val d'Osta chez X. Eh bien, ce qui est drôle, c'est que vous avez tous vu le 15 août qu'elle était garée sur le parking du Food Line. La voilà, juste là. L'accusé, Ryan Cooper, Swat Alley, et du côté passager, la vitre est à moitié baissée, ce qui veut dire qu'elle est intacte le 15 août. C'était vers l'heure du déjeuner. Il était environ midi. La vitre est intacte. Comment sait-on que c'est Ryan Cooper? Car vous avez tous vu la vidéo où il marche vers sa voiture. Et le lieutenant Peterson a témoigné que c'était lui. Et nous l'avions déjà vu aller passer à la caisse. C'est clairement lui. Pourquoi cacheriez-vous votre voiture à la police? Il n'y a qu'une seule réponse, et c'est parce qu'il sait ce qu'il y a dans la voiture. Il sait ce qui s'est passé à l'intérieur de cette voiture. Il ne veut pas qu'il mette la main sur la voiture. À cause de tout ça, à cause du sang, du ciel de toit, tout ça, c'est pour ça qu'il ment à propos de la voiture. Il n'a jamais été confirmé que la voiture était garée là. En fait, ils n'ont même pas trouvé la voiture jusqu'à ce qu'il sorte de prison et qu'il l'apprenne par ses parents. Ses parents savaient que le lieutenant Peterson essayait de retrouver la voiture, qu'il en avait parlé avec eux. Ils savaient que la police la cherchait. Ce sont eux qui l'ont dénoncé et ont remis sa voiture à la police. Et la défense a fait allusion au magasin Family Dollar où il a dépensé $1 à Albany un peu après 8 heures, ce qui est affiché à l'écran. C'est le 15 août, juste là à l'écran. Eh bien, il était chez Family Dollar, donc il n'aurait pas eu le temps de la tuer. Il n'aurait pas eu le temps de tirer un coup de feu depuis un peu après 4 heures jusqu'à après minuit. Car quand ils sont revenus à Albany après avoir déposé Tevin, il était déjà un peu plus de 4 heures. Il était à Albany, dehors, à faire je ne sais quoi. On sait ce qu'il faisait jusqu'après minuit. Et lors de l'entretien, quand on lui a demandé « Est-ce que vous utilisez ou avez-vous déjà utilisé la voiture de Cam? » Non. Avez-vous utilisé la voiture de Cam? Non. Je l'ai déjà fait par le passé, mais pas récemment. Avez-vous la voiture de Cam? Non, je n'ai pas la voiture de Cam. Je n'ai pas la voiture de Cam. Eh bien, tout d'abord, nous savons d'après les témoignages qu'il a utilisé sa voiture à la fois chez Food Lion et Family Dollar le 15 août. Le même jour, il conduisait la voiture en panne. Nous savons aussi, car les preuves le montrent, que cela provient de son portefeuille avec Camry et Toomer. C'est évident pour tous. Il a menti. Pourquoi? Parce qu'il l'a tué. Dernière chose concernant l'accusé. Le 15 août 2022, nous le savons. Nous savons qu'il était chez Tevin. Nous savons qu'il était chez Tevin avec elle. Nous savons que Cam était là. Et comment le savons-nous? Nous le savons grâce à Joe Louis Jones, qui est le grand-père de Tevin Davis. Nous le savons grâce à Catherine Hall, qui est la mère de l'enfant de Tevin Davis. Nous le savons grâce à Tevin Davis. Nous le savons grâce aux localisations des téléphones portables. Et il y a eu une dispute. L'accusé était en colère. Si vous vous souvenez, Tevin a dit que quand lui et l'accusé sont allés au magasin d'alcool, l'accusé a commencé à paniquer, faute d'un meilleur terme. Du genre, je sais que tu regardes mon téléphone. Tu as intérêt à ne pas regarder ce téléphone. Tevin était là. Eh mec, ça va? C'est à cause d'une fille? Il a dit, non, c'est pire. Et Tevin a dit que quand nous sommes revenus, nous pouvions voir le visage de Cam. Nous pouvions voir son état. On voyait que quelque chose n'allait pas sur son visage. Ils se disputent. Elle a renversé quelque chose sur sa voiture, selon Catherine. Il s'énerve pour ça, parce qu'elle refuse de manger ou boire et parce qu'elle est entrée dans la maison. J'imagine qu'il s'énerve juste parce qu'elle respire. Cam pleurait. Cam, si tu te souviens de l'entretien, Tevin a dit, elle était toujours en train de faire sonner le téléphone de ce garçon sans arrêt, en parlant de son frère ici, Ryan Cooper. Cam, je lui ai dit de la laisser tranquille. Elle n'arrêtait tout simplement pas de faire sonner son téléphone sans arrêt.
Selon Tevin, dans cet entretien, elle dégage vraiment une énergie psychotique. Elle ne s'arrêtait pas. Mais alors, pour qui Tevin a-t-il pris la défense ce jour-là? Est-ce qu'il a défendu son frère? Non! Il a pris la défense de Pam. On voyait qu'elle n'allait pas bien. Laisse-moi lui apporter de l'eau ou quelque chose. Ils ont failli se battre à cause de ça. Les deux frères, Tevin Davis et Ryan Cooper, l'accusaient. Il la tire hors de la maison. Tevin a dit qu'il se battait avec elle. Il l'a fait monter dans la voiture. Et il est parti. Tevin a dit qu'il conduisait de façon agressive. Catherine Hall a dit qu'il faisait gicler les cailloux. Elle lui a même dit qu'il faisait voler les cailloux en sortant en marche arrière de cette allée, parce que c'est une allée en gravier. Et on a entendu Cam crier. Tevin a entendu Cam crier. Après avoir quitté Tevin, ils sont allés à Albany. Nous en sommes certaines. Nous en sommes certaines. Que Cam n'a jamais quitté Albany dans le comté de Dougherty vivante. Nous en sommes certaines. Nous savons qu'après le 15 août 2022, son téléphone n'a plus jamais été utilisé de son côté. Nous le savons. L'accusé, comme je vous l'ai dit, il est resté à Albany. Il est parti après minuit. Le 15 août, donc bien sûr, une fois qu'il est passé minuit, ce serait le 16, il va chez Loves à Cordell. Maintenant, souvenez-vous dans l'entretien, et je pense que c'est aussi dans le témoignage, il dit qu'il est arrivé chez Loves dans l'après-midi. Il dit qu'il est resté là un peu plus d'1 heure, parce que souvenez-vous, il est pressé d'aller à Savannah pour récupérer sa cargaison. Il est tellement pressé. Mais ce n'est pas vrai non plus. C'est aussi un mensonge. C'est aussi un mensonge. Nous savons qu'il est arrivé là-bas peu de temps après, un peu après, 2 heures du matin. Et nous savons qu'il est resté là-bas environ 5 heures, à l'endroit où il était censé l'avoir déposé. Déposer la jeune femme. Elle est sortie de la voiture. Le lieutenant Peterson vous l'a dit, j'ai visionné des heures de vidéos de Love, des heures. À l'intérieur, à l'extérieur, les poubelles, les camions, l'arrière du camion, les gros camions garés. J'ai tout visionné pendant des heures pour la période où il était là. Pas une seule apparition de Cam. Pas une seule. Il n'y a aucune preuve que Cam était en vie à Cordell. Aucune. Au début, quand ils ont découvert que c'est ce qu'ils disaient, ils ont envoyé un agent. Ils ne voulaient pas attendre pour l'envoyer. Ils voulaient que quelqu'un y aille rapidement. Alors ils ont envoyé l'agent Foreman pour aller vérifier la vidéo. Il est entré à montrer aux employés une photo de Cambria Tumor. Ils ne l'avaient pas vue. Il a aussi regardé la vidéo lui-même. Non. Non. Elle ne se promenait pas. Pas de Cam. Elle ne se promenait pas chez Love. Elle n'était pas vivante chez Love. L'accusé vous a dit lors de son entretien qu'il lui a parlé le 16 août après qu'elle soit sortie de son camion chez Love. Les relevés téléphoniques disent le contraire. C'est un mensonge. Les relevés téléphoniques le disent. Nous savons que ce n'est pas vrai. Quand ils ont finalement rappelé Tevin Davis, il leur a finalement dit. Il ne leur a pas dit tout de suite. Il hésitait. Vous pouvez l'entendre dans l'interview. Vous pouvez le voir le premier jour à la barre. Il est hésitant. Et il a dit « Regarde le toit ». L'accusé a dit à son frère « Regarde le toit ». Tevin a levé les yeux. Il a vu les petites taches, comme vous l'avez décrit, noirâtres, rougeâtres, un peu comme du sang séché. La fenêtre était brisée. Tevin essayait de récupérer son téléphone. Nous savons que c'est un fait parce que nous savons qu'il appelait l'accusé à propos du téléphone. Il vous l'a dit. Les relevés téléphoniques le prouvent.
Et ensuite, l'accusé a continué à se déplacer avec le téléphone de Tevin. Les relevés et les données cellulaires l'ont montré, et nous savons que Tevin avait récupéré son téléphone. Il n'en a pas acheté un nouveau parce que le téléphone de Tevin avait du sang et de la matière cérébrale dessus, exactement comme l'accusé le lui avait dit. Il ne voulait pas lui rendre son téléphone. Et qu'a encore dit Tevin que l'accusé lui avait dit? Des questions? Où est la caméra? Je ne sais pas. Il ne t'a rien dit. Qu'a-t-il dit avoir fait pour Cam? Vas-y, ça va? Vas-y. Mais comment tu dirais que c'est, alors? C'est un truc que je n'oublierai jamais, honnêtement. C'est vraiment grave. Coup de feu. J'ai regardé dans la voiture. J'ai dit, j'ai regardé dans la chambre. Il m'a demandé, il a dit, tu veux cette chambre? J'ai dit, non. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est grave. Il m'a dit, c'est là qu'il est, dans la pièce. Et Tevin a témoigné que l'accusé lui avait dit qu'il avait une arme sur ses genoux. Il avait une arme sur ses genoux. Et Tevin a témoigné qu'il s'inquiétait pour sa famille. Inquiet pour sa famille. Souviens-toi, il a dit. Je ne m'inquiète pas pour moi. Je viens de la rue, mais je m'inquiète pour ma famille. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ce que quelqu'un qui a fait une chose pareille pourrait faire. C'est ce qu'il a dit. Parce que l'accusé portait toujours une arme. Je veux dire, ça a été prouvé encore et encore. Lors de l'agression aggravée, il avait une arme. Catherine Hall l'a déjà vue. En fait, elle ne l'a pas seulement vue, elle l'a décrite. Comme un Glock 19 avec un chargeur allongé. Tevin a dit que le 15 août, alors qu'il était chez lui, il avait une arme parce qu'il la gardait. Il a dit qu'il la gardait juste ici, près du siège, dans la console, juste là. C'est là qu'il gardait son arme. Et souvenez-vous, quand Tevin l'a dit aux officiers, ils n'avaient pas encore récupéré toutes ses affaires dans l'Audi. Ils font une première fouille, puis reviennent, disant qu'ils doivent récupérer la voiture encore une fois. Vous voyez, après la première fouille, la voiture est retournée à l'accusé. Ils doivent refaire une fouille et récupérer la voiture. Nous allons simplement évoquer tous les mandats de perquisition. Parcourez-les simplement, nous ne les examinerons pas tous, vous avez vu les preuves. Mais cette photo juste ici, c'était vide. Ce chargeur est juste là, à côté du siège conducteur dans la console. C'est là qu'il gardait l'arme, exactement comme Tevin l'a décrit. Voici le chargeur. Le ciel de toit avec le sang. Le ciel de toit, c'est là où il y a une concentration de sang du côté passager, puis ça s'étend vers le côté conducteur, mais il y en a moins parce que c'est la personne assise ici, côté passager, qui a été touchée par balle. Et Engler en a témoigné. Et le docteur Downs aussi. Un événement à haute énergie, et je ne vois rien d'autre qui pourrait provoquer ce genre de motif à part un coup de feu. Et encore une fois, c'est un autre gros plan. Vous verrez le ciel de toit là-bas. Vous vous souviendrez du cercle du GBI, 2 endroits où ils ont prélevé des échantillons pour le test qui a confirmé qu'il s'agissait de sang. Et non seulement le test qui a confirmé qu'il s'agissait de sang, mais aussi le test qui a permis d'obtenir un résultat ADN correspondant à sa mère, Melissa Thornton. Et puis cette fenêtre. Vous voyez cette fenêtre? Ils vont chercher la voiture. Ce plastique est sur la fenêtre. Souviens-toi, Tevin a dit quand il la conduisait après... Le 15 août 2022 qu'il avait une sorte de sac en plastique, comme un sac de course ou quelque chose dessus. À ce moment-là, il a du plastique.
J'ai demandé à l'APD et à Bilby si c'était eux qui avaient mis ça là, mais non, c'était déjà ainsi. Même Tevin disait qu'il le garait parfois derrière la maison et le fermait avec des planches. Cette fenêtre n'était là que depuis le 15 août 2022. Et le témoignage disait que la fenêtre était soit partiellement baissée, soit complètement baissée à cause de la quantité de verre dans la porte. La porte où la balle a frappé et traversé. Il y avait aussi du verre frais dans la voiture. Et là, il y avait une partie du verre dans la voiture. Et vous avez toutes ces photos avec vous. Et puis dans la portière, le trou de balle. Et Engler disait que la portière était très probablement ouverte à cause de la façon dont la balle est entrée. Et les fragments de cuivre. Mais pas seulement ça, c'est ça, ceci. C'est passé à travers la portière, la mousse de la portière, jusqu'à l'intérieur du métal de la portière. Et ça a dépassé, mais ça n'a pas traversé l'extérieur de la portière. Et nous savons ce qui s'est passé ce jour-là, le 15 août. Parce que la fenêtre était intacte avant cela. Et les coussins de siège, vous aurez ça. Les coussins de siège dont la défense dit que ce n'est pas du sang. Eh bien, ça l'est. Quand le sang a coulé, ils ont testé ce qui a coulé du coussin. Ils ont aussi dit que c'est du sang. Les experts ont dit que c'est du sang. Tous les experts ont dit que c'est du sang. Ils savent que c'est du sang. Nous savons que c'est du sang. Au début, la PD a dit que c'était du sang. Il n'y a que la défense qui a dit que ce n'était pas du sang. Et souvenez-vous, la console, vous aurez aussi cette preuve avec vous où vous pouvez clairement voir le sang dessus, clairement. Et si cela n'est pas assez clair, regardez cette photo. Vous n'avez pas à laisser votre bon sens à la porte. Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Comment sait-on que c'est du sang? On sait qu'elle a disparu et qu'il a avoué à son meilleur ami qu'il était le tireur. Nous avons le trou de balle dans la porte. Nous avons des projections de sueur à grande vitesse sur le dessus. Nous avons son ADN. Nous avons le sang qui coule le long de la console. Eh bien, ils n'ont pas avalé ça. Non, souviens-toi, le témoignage précisait que beaucoup de choses étaient inaccessibles avant qu'ils retirent les sièges et commencent à découper. Engler t'a parlé des motifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a été touchée, la balle est partie dans cette direction et a brisé la vitre. La raison pour laquelle il y a autant de sang sur la console, c'est parce que Cam s'est effondré dessus et que le sang s'écoule, suffisamment pour remplir le bas de la console jusqu'à la barre argentée. Et ça, c'était la pièce à conviction démonstrative dont Engler a parlé pour montrer à quoi ressemble une projection de sang à grande vitesse. Ça a l'air assez familier, On dirait ce qu'il y a sur le toit de la voiture de la prévenue. Et il faut se rappeler qu'il a nettoyé la voiture. Comment savons-nous qu'il a nettoyé la voiture? Parce qu'il l'a dit à Tevin Davis. Nous savons qu'il a nettoyé la voiture. Vous aurez toutes ces photos avec vous là-bas. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un enlève le siège. Voilà le problème. Quand on commet un tel crime, on croit tout avoir nettoyé. Mais dès qu'on creuse... Et qu'est-ce qu'on a là? On a du sang sur le coussin. Ça devait être du sang sur le coussin parce que ça a coulé et ils l'ont testé et il y avait du sang. Encore une fois, la console... Encore du sang s'écoule par l'arrière. Et le Dr Downs. Il a répété que c'est un motif de projection de sang à haute énergie. Il a dit « Je suis sûr que c'est du sang, comme tout le monde l'a affirmé. C'est le sang de Lecambria, selon la correspondance ADN. Et cela a entraîné sa mort immédiate.
Parce qu'avec l'expérience sur le corps qu'il a demandé à la police d'Albany de faire, ils ont mis 2,5 litres sur leur coussin, le coussin de test, qui est conservé comme preuve. Il a dit que ces éléments, il les avait eus entre les mains, le coussin, le revêtement de toit, tout cela. Il y avait plus de 2,5 litres dans cette voiture. Et il n'y avait aucun moyen, à moins qu'elle n'ait reçu une transfusion d'urgence en environ 4 minutes, qu'elle aurait pu survivre. Et il a dit qu'elle est morte juste là parce qu'il n'y a rien qui indique des traces de sang menant hors de la voiture. Comme si elle avait quitté la voiture. Elle est morte juste là. Elle n'aurait pas pu survivre à cause de la perte de sang. Et ce que nous savons tout d'abord, c'est qu'aucune personne n'a été prise en charge dans les 4 minutes. En fait, nous savons qu'aucune personne n'a été prise en charge du tout dans la zone. Il est convaincu qu'elle est décédée et qu'elle n'a jamais quitté la voiture. Monsieur Edwards a déjà revu la plupart des lois avec vous. La juge vous en remettra une copie après explication. Elle va vous remettre une copie des instructions au jury. C'est la loi que vous devez appliquer aux faits. Et comme Monsieur Edwards vous l'a dit, la compétence territoriale en est une. En tant qu'État, nous devons prouver où le crime a été commis. Le procès doit avoir lieu dans le comté où le crime a été commis. Si l'on ne peut déterminer le comté du crime, la compétence territoriale s'établit dans tout comté où les preuves montrent, hors de tout doute raisonnable, qu'il aurait pu être commis. Les preuves montrent qu'elle a été tuée. Dans le comté de Dougherty. Et elle a été tuée le 15 août. Elle a été tuée le 15 août 2022. Et si elle avait été tuée le 16 août? Ou le 17? Ou le 19? Ce dont nous savons que ce n'est pas le cas. Mais si c'était le cas, ça a basculé à minuit. Et c'est le 16. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est même pas pertinent. Tant que nous poursuivons dans le délai que la loi nous impose. Vous pouvez poursuivre pour meurtre intentionnel à tout moment. À tout moment. Vous pouvez poursuivre pour meurtre lors de la commission d'un crime à tout moment. Vous pouvez poursuivre les autres chefs d'accusation dans un délai de 4 ans, ce que nous avons fait. Elle a été inculpée en mars. En fait, je vais donner la date exacte. Le 11 mars 2026. Tant que les faits visés par les autres chefs d'accusation ont été commis entre le 11 mars 2022 et le 11 mars 2026, ce que nous savons être le cas, c'est ce que nous devons prouver. Mais nous savons, d'après les preuves, que le CAM n'a pas survécu au-delà du 15 août. Monsieur Edwards vous a parlé de la malice au sens juridique, qui n'est pas de la mauvaise volonté ou de la haine. Cela pourrait être davantage un accident. C'est un incident. Il a dû s'asseoir ici pour le planifier. Aucune préméditation n'était requise, contrairement à ce que pensent certains ou à la télévision. C'est un incident. Nous n'avons pas à expliquer pourquoi il l'a fait, seulement qu'il s'est arrêté. Son bras est attiré, ce qui est clair. Monsieur Edwards a de nouveau évoqué le meurtre commis lors de la perpétration d'un crime. Vous n'avez même pas l'intention de donner la mort. Vous la causez en commettant un crime. Agression aggravée. Agresser une personne avec une arme mortelle. Il l'a bien fait quand il lui a tiré dessus. Et une arme à feu est considérée comme une arme mortelle selon la loi. Coups et blessures aggravées. Nous savons qu'il l'a gravement défiguré parce que Engler a témoigné qu'il a même vu des morceaux de matière biologique. Des morceaux de matière biologique. Peau, cuir chevelu. Il a dit qu'il a vu les cheveux et qu'il pouvait dire que les cheveux et le sang étaient dus à la blessure par balle à cause de l'apparence des cheveux. L'apparence des cheveux, l'apparence du sang et celle de la peau ou, je dirais, des morceaux biologiques qu'il a dit avoir trouvés. Si on se fait tirer dans la tête, on est défiguré.
Défiguré. Tu es défiguré. Le témoignage de la Dr Downs, ce que Monsieur Edwards a décrit comme une fracture du crâne, le visage est venu à eux. Nous savons qu'il avait une arme à feu. Je veux dire, c'est son truc. Il a une arme à feu. Il l'avait ce jour-là, la veille et l'année d'avant, un an avant. Nous savons qu'il avait une arme à feu parce qu'il lui a tiré dessus avec cette arme. Et il a caché sa mort. Qu'il l'ait mise dedans, qu'il ait mis genre une caméra dans la tumeur et tout ça. Quand il conduisait autour de la maison de ville, il valait mieux dire qu'il l'a emmené jusqu'en Californie vu le temps qu'il lui a fallu pour arriver à Savannah. Qu'il l'ait mise, qu'il l'ait emmenée à Hawaï, ça n'a pas d'importance. Il a caché sa mort. Parce que tout ce que vous devez prouver, c'est qu'il a caché sa mort pour dissimuler ou empêcher la découverte de savoir si elle a été tuée illégalement, si elle a été assassinée. Et c'est exactement ce qu'il a fait. L'accusé est coupable de chaque chef d'accusation. Ce n'est pas un ou peut-être deux, non, chaque chef d'accusation. Comme l'a dit Monsieur Evans, les preuves sont accablantes, des preuves accablantes. Il est coupable au regard de la loi, il est coupable au vu des faits, il est coupable au vu des preuves. Et je vous demande aujourd'hui, de ramener Cambria Tumor à la maison. Ramenez-la à la maison, merci.